Bonjour à toutes et à tous. C'est la première fois que je m'adresse à vous, cette fois sans image. Vous ne verrez donc pas le visage de cette femme très belle qui va être avec nous aujourd'hui. Cette femme est peu connue en France. C'est une Autrichienne au destin fascinant, Alma Mahler, l'épouse du compositeur et chef d'orchestre Gustav Mahler. Vous allez le constater, c'est une histoire passionnante, mais c'est une vie incroyablement compliquée, chahutée, épuisante. Alma Mahler est née à Vienne en 1879, la même année qu'Einstein, et elle est décédée, comme lui, en exil, à New York en 1964, donc à l'âge de 85 ans. Elle aura été la reine de cette Vienne magnifique de la fin du XIXe siècle, celle que l'écrivain Stefan Zweig a si bien décrite dans son livre « Le monde d'hier ». Alma aura été aussi la muse des plus grands artistes de son époque et, chose unique, dans tous les domaines du monde des arts, peinture, architecture, musique et littérature. Des histoires de cœur, comme vous pouvez l'imaginer, que nous allons suivre en essayant de comprendre ce qui la rendait si particulière, pourquoi elle attirait tant les hommes les plus remarquables. Commençons par sa vie affective. Alma a été demandée au moins 9 fois en mariage. Elle a été mariée 3 fois et veuve 2 fois. Elle a été mère 4 fois et a souffert de son vivant la disparition de 3 de ses enfants. Voyez, aujourd'hui on dirait qu'elle a eu une vie bien agitée. Alma Mahler, qui est une femme de caractère comme vous pouvez vous en douter, n'a pas laissé à d'autres le soin d'évoquer sa vie. Elle a décidé d'écrire elle-même sa biographie à New York, 4 ans avant de quitter notre bonne vieille terre. Bien que médiocrement écrit, car on y trouve en fait la clé de son mystère. Elle nous aide à la comprendre, surtout quand elle écrit « J'aime l'homme pour ses créations, plus grande est son œuvre, plus fort est mon amour. » Effectivement, Alma a été fascinée par les hommes exceptionnels, ceux dont elle sentait le potentiel, la force de création, et cela déclenchait chez elle un véritable sentiment amoureux. Contrairement à d'autres, elle n'aimait pas un homme pour sa beauté, sa gentillesse ou son intelligence, mais pour ses facultés à devenir un artiste de premier plan. Plus loin, dans sa biographie, elle écrit « Mon plaisir était de voyager à travers les êtres. » Oui, elle aurait pu plus simplement avouer que son plaisir était de voyager à travers les hommes de son siècle. Vienne, la capitale de l'Empire d'Autriche-Hongrie, l'Empire des Habsbourg, le cœur de l'Europe, le centre culturel de l'Europe à cette époque, dont la devise d'ailleurs était indivisible et inséparable, ce qui n'empêchera pas l'Empire de se désintégrer à la fin de la Première Guerre mondiale, le 10 septembre 1919, lors de la signature du traité de Saint-Germain-en-Laye, il y a 100 ans. Notre jeune Alma est née un 31 août 1879, donc à Vienne. Elle est la première fille d'un couple d'artistes.
Sa mère, Anna, est chanteuse et son père, Émile, un peintre reconnu. Très vite, Alma aura une petite sœur, Margarethe, dite Gretel, la petite Grete. Mais on apprendra que son père n'est pas Émile, mais un autre peintre, ami de la famille. Gretel sera donc la demi-sœur d'Alma. La famille habite alors dans une grande et belle maison, le palais Plankenburg dans Vienne, mis à la disposition du père en tant que peintre proche de la cour impériale. Et c'est là que son père, Émile, travaille dans son atelier. Alma, qui est toute jeune, se glisse souvent près de lui quand il peint. Elle l'observe, et il peint bien, et de cette époque date sans doute son admiration pour ceux qui vivent de leur création. Alma a adoré son père, et lui aussi a reporté son affection sur cet enfant curieuse de tout, lui qui a été blessé par les infidélités de sa femme. Émile était un homme doué, aimant la poésie et la musique. Il avait une belle voix de ténor, et c'est comme cela qu'il rencontra sa femme, chanteuse professionnelle au théâtre de Leipzig en Allemagne. La famille voyageait beaucoup et avait l'habitude de passer ses vacances en Allemagne du Nord, le pays de la mère d'Alma. Et c'est au cours de vacances d'été sur l'île de Sölt, au large des froides côtes du Danemark, qu'Émile eut une crise d'appendicite qui lui fut fatale. Drame terrible pour la jeune Alma, alors âgée de 13 ans, qui perd l'homme qu'elle admirait et qu'elle aimait. Alma va se retrouver affectivement isolée, car elle avait des relations difficiles avec sa mère, Anna. Alma n'aimait pas sa mère, on peut même dire qu'elle la méprisait, et elle ne s'en cachait pas dans ses mémoires, puisqu'elle a écrit sur elle « Ma mère avait, Dieu merci, peu de temps à me consacrer. » On ne pouvait être plus clair. Au décès du père, Émile, Anna, la mère d'Alma, épouse rapidement Karl Moll, un peintre devenu réputé, ancien élève d'Emile Schindler. Et ils ont vite une fille, Maria, qui sera donc la seconde demi-sœur d'Alma. Alma doit accepter le nouveau mari de sa mère, Karl Moll, et cette nouvelle relation sera conflictuelle. Karl Moll a pris la place de son père adoré dans le lit de sa mère, mais pas dans le cœur d'Alma. Et pourtant, cet homme cosmopolite, il parle plusieurs langues, est aussi un peintre de talent. Il va beaucoup apporter à Alma, même si elle lui montre du mépris. La maison familiale devient un lieu ouvert où se retrouve l'avant-garde du monde artistique de Vienne, et Alma, toute jeune, voit défiler et s'enflammer le gratin des artistes viennois. On peut dire qu'Alma a eu une enfance choyée, mais chahutée, où elle s'est forgé un caractère bien trempé au contact du tourbillon incessant de la maison familiale. L'adolescence va être pour elle d'ailleurs l'occasion de s'échapper et de donner libre cours à ses talents artistiques et amoureux. Elle est grande, blonde, élancée, avec des yeux bleus qui avaient quelque chose d'irrésistible. Elle a vu tous ces artistes vivre autour d'elle dans la maison familiale. Elle les a observés. Elle sait aussi trouver les mots qui flattent, et elle n'a pas sa langue dans sa poche quand il lui faut accrocher l'attention d'un homme qui l'attire. Et elle savait le faire, comme nous allons le voir. Elle n'aura d'ailleurs pas à chercher bien loin pour ses premiers émois.
qu'elle trouvera auprès d'un des meilleurs amis de son beau-père, Gustav Klimt, un des peintres révoltés de l'époque, un grand séducteur, père, a-t-on dit, de 14 enfants, resté le compagnon pendant plus de 20 ans d'Émilie Flöge, sa muse. Klimt, qui a déjà une réputation sulfureuse, ne cesse de la harceler. Elle est complètement subjuguée, prête à céder, quand sa mère s'en mêle. Klimt, qui n'est pas en manque d'admiratrices, ne veut pas se fâcher avec son amie, il se détache d'elle. Et il lui écrira une lettre de rupture très dure. « Vous méritez d'être heureuse, soyez-le avec un autre. Je n'ai rien à vous offrir. » Drame pour Alma, le second, après celui du décès de son père, une des raisons de plus pour elle d'en vouloir à sa mère et à son beau-père. Mais elle va très vite se consoler. Car Alma prend des leçons de musique avec le plus brillant professeur de Vienne, Alexander Zemlinsky, 28 ans. C'est lui qui va initier Alma à la composition musicale. Il trouve qu'elle est une très bonne pianiste. Et ce qui devait arriver arriva. Il tombe amoureux d'Alma, qui en est très perturbée. Elle écrit « Alexander Zemlinsky avait tout de suite reconnu mon talent. Je composais sans cesse, ne vivant que pour mon œuvre. » Et elle ajoute « Il était presque fatal que je devinsse amoureuse de Zemlinsky, bien qu'il fût fort laid. » Et là, bien sûr, on reconnaît Alma. Le fait qu'elle le trouve fort laid ne l'empêche pas de tomber amoureuse, l'essentiel étant qu'il fût doué. Elle travaille alors énormément et se consacre entièrement à la composition. Plus loin, elle note dans ses mémoires « Ce fut la phase la meilleure, la plus insouciante de mon existence. » Elle aurait composé une centaine de lieder, c'est-à-dire des chants reprenant des textes le plus souvent poétiques. Alma est heureuse, elle est libre, elle a trouvé une passion et elle progresse avec le meilleur professeur et en plus, elle sent bien qu'elle est admirée. Mais cela ne va pas durer bien longtemps, car Alma a une amie plus âgée qu'elle, qui s'appelle Bertha Zucker-Kandel et qui va jouer un rôle important dans sa vie. Bertha tenait alors l'un des salons les plus appréciés des artistes de Vienne et ne manquait pas de relations. Un soir de novembre 1901, elle organise une rencontre entre son amie Alma, déjà musicienne de talent, et une des stars de la ville, le compositeur et chef d'orchestre Gustav Mahler. Alma est fascinée et elle comprend sa chance qu'elle doit saisir. Elle va vite trouver la porte d'entrée du cœur de Mahler. Gustave est sous le charme et comme il est un homme pressé, les choses ne vont pas traîner. Gustav Mahler, déjà une des stars de Vienne. Compositeur insatiable, chef d'orchestre admirable, Alma aura pour lui une admiration sans borne. Plus petit qu'Alma, il a 20 ans de plus qu'elle. Hyper nerveux, coléreux, extrêmement exigeant vis-à-vis de lui-même et des autres, il se ronge souvent les ongles et trépigne facilement. Mais c'est l'amour fou. Et c'est l'un des plus beaux mariages de l'époque. Rendez-vous compte, le directeur de l'opéra, l'institution la plus importante aux yeux des Viennois, épouse une des plus belles filles de la ville, de surcroît excellente musicienne. Le mariage est superbe, le 9 mars 1902.
dans l'une des plus grandes églises de Vienne, la Karlskirche, l'église Saint-Charles. Et ce jour-là, Gustave enfonce le clou et il lui dit « Tu n'as désormais qu'une seule profession, me rendre heureux. » Et voilà, enfin, Alma qui crée à 23 ans sa propre famille. C'est la passion, les années de rêve, et une petite fille va naître, Maria, une enfant adorable et gaie, qu'ils appellent Puzzi. En 1904 naît leur seconde fille, Anna, dite Gouki. La famille vit alors des moments de grand bonheur et tout semble lui réussir. Malheureusement, ce furent de courtes années de bonheur. Car l'année 1907 est une année noire. Maria, la jolie Maria, décède d'une diphtérie à l'âge de 4 ans. C'est un immense drame pour Gustave et Alma. Et cette même année 1907, le médecin découvre à Gustav Mahler une grave insuffisance cardiaque. Il lui interdit formellement toute activité soutenue, ce qui revient, quand on connaît sa fougue, à lui couper les ailes. La vie reprend son cours, plus calme, et Alma commence un peu à s'ennuyer. L'éloignement, les drames, le fait que Gustave ne la laisse pas faire sa musique, l'ambiance a bien changé dans la famille Mahler. En 1910, elle décide de se reposer et choisit de séjourner à Tobelbad, un charmant endroit de cure en Autriche. Lors de sa cure, elle rencontre un jeune architecte, un Allemand, plein de talent, Walter Gropius, et le charme d'Alma enflamme le cœur de Gropius. Elle commence une liaison avec lui, qui a 4 ans de moins qu'elle. C'est un homme d'une grande élégance, plein d'attention pour Alma, le contraire de Gustave. Mais là arrive un drame. En juillet 1910, Gustave reçoit à son nom une enveloppe contenant une lettre d'amour enflammée de Gropius à Alma. Il en est retourné, s'explique avec Gropius et change brutalement d'attitude vis-à-vis d'Alma. Il la couvre d'attention, redevient amoureux. Il a subitement pris conscience qu'il va perdre Alma. De dominateur, il devient dominé. Il commence même à s'intéresser à sa musique. En marque d'amour, il lui dédie sa 8e symphonie. La vie continue, différente, et Mahler termine sa 9e symphonie, superbe. Il commence même sa 10e, qui restera inachevée, car en février 1911, alors qu'il dirige à Carnegie Hall, il a un malaise cardiaque, une fièvre brutale. Ce sera son dernier concert. Alma est affolée, elle appelle sa mère, Anna, qui vient l'aider. Les médecins s'affairent, mais ne parviennent pas à le guérir, et il décide de rentrer en Europe. Le 8 avril 1911, ils embarquent sur le SS America pour l'Europe. Le 18 mai, Gustav Mahler s'éteint au sanatorium de l'Œuf. Il est enterré dans la verdure du joli cimetière de Grinzing à Vienne, pas loin de leur petite Maria. Plus tard, bien plus tard, elle viendra le retrouver définitivement à Grinzing. Alma, qui lui a tout donné, sauf peut-être sa fidélité, est veuve. Elle a 32 ans. Alors commence pour elle une période difficile, chaotique, au cours de laquelle va se forger l'image qui lui restera, celle d'être la veuve de Mahler. Alma est donc seule, et ceux nombreux qui courtisent cette veuve célèbre
ne parviennent pas à l'emporter. Mais la chaleur du foyer commence à lui manquer, d'autant qu'éclate la Première Guerre mondiale à la suite de l'attentat de Sarajevo. Alma se souvient alors de ce brillant architecte rencontré à Tobelbad, Walter Gropius, et renoue avec lui qui est resté toujours amoureux d'elle. Elle ne sera plus seule et, sans grande conviction, elle décide de l'épouser. Gropius est le fondateur de l'école d'architecture de Weimar, le fameux Bauhaus, qui va être le berceau de l'architecture moderne en Europe du Nord. C'est un architecte que l'on peut comparer au Corbusier, résolument moderne, avant tout technique et fonctionnel, et qui ne se contente pas d'imaginer des bâtiments, mais s'intéresse aussi à leur intérieur, meubles, ustensiles, textiles, en associant à ses études de brillants artisans. Les réalisations du Bauhaus sont encore aujourd'hui incroyablement modernes, et pas mal de leurs modèles, notamment les sièges, sont encore produits et commercialisés. Les années de guerre passent, et Alma voit arriver son troisième enfant, en 1916, une adorable petite Manon, qui sera aimée par tous pour sa douceur et sa beauté. C'est donc la troisième fille d'Alma, qui a déjà perdu sa première, la petite Maria qu'elle avait eue avec Gustav Mahler. Mais Gropius est souvent absent au front, ou plus tard à Weimar où il dirige son école d'architecture. Non, Alma n'est pas faite pour être femme de soldat au front, et son cœur se remet à trembler. En fait, Alma est déjà amoureuse de son futur mari, le troisième, le poète Franz Werfel, un tout jeune écrivain à succès dont elle a su capter le cœur. Alma et Walter Gropius constatent l'échec de leur union et ils décident de divorcer en 1920. Après le sérieux de Gropius, elle est séduite par le style de Werfel, jouisseur de la vie, aimant les femmes, l'alcool, la musique, le théâtre, brillant causeur. Franz Werfel est un poète, romancier et dramaturge autrichien né à Prague. Bien que juif, il était intéressé, comme on le verra, par la foi chrétienne. Il a 11 ans de moins qu'elle. Elle pourra le materner. Elle l'épouse en juillet 1929. Cette période de l'après-guerre n'est pas gaie pour Alma, car deux terribles drames touchent sa nouvelle famille. Alma et Franz Werfel perdent un petit Martin, qui ne vivra que 10 mois. Et, en 1935, la jolie Manon, sa fille d'avec Gropius, décède de la poliomyélite. Quand on regarde son histoire alors qu'elle n'a pas encore 60 ans, Alma a déjà perdu à cette époque 3 de ses 4 enfants. En 1929, les Werfel s'installent à Vienne dans une grande maison. Alma comprend vite le talent de Werfel et le couve, lui imposant un rythme de travail et une discipline stricte. Le monde artistique et politique s'y retrouve, un peu comme autrefois dans la maison familiale d'Alma. Les années passent, ces années folles, insouciantes, malgré les noirs nuages qui s'amoncellent. Et l'orage éclate terrible, c'est la grande crise de 1929. La situation s'aggrave vite en Autriche. L'antisémitisme explose, porté par le nationalisme, et Franz Werfel est juif. Alma en est bien consciente. Les événements s'accélèrent. En 1933, les nazis sont au pouvoir à Berlin. La chasse aux juifs commence. Les artistes non nazis sont poursuivis. Les nazis investissent les locaux du Bauhaus, l'école d'architecture de Gropius, considérée comme art dégénéré par les nazis,
Et Gropius, son second mari, le seul qui n'était pas juif, doit aussi fuir son pays. En mars 1938, l'Autriche est annexée à l'Allemagne. C'est l'Anschluss. Elle bascule à son tour. Les nazis brûlent les livres de son mari, Franz Werfel. Ils interdisent la musique de son ancien professeur de piano, Zemlinsky. Ils mettent à sac l'appartement de son premier mari, Gustav Mahler, et débaptisent la rue de Vienne qui portait son nom. Ils considèrent aussi comme dégénéré son éternel amoureux, Kokoschka, bien qu'il ne fût pas juif, et décrochent ses toiles des musées. Alma a compris. C'est terrible. Elle voit son histoire détruite par son propre pays. Il doit fuir l'Autriche au plus vite. Un long périple à travers l'Europe commence alors. Prague, Budapest, Milan, Zurich, Londres, puis il débarque à Paris, réside à Saint-Germain-en-Laye, puis quitte la région parisienne et font une halte à Sanary-sur-Mer. Il reste bloqué dans les Pyrénées avant de pouvoir passer par l'Espagne et le Portugal pour atteindre les États-Unis. Il s'installe alors à Beverly Hills, en Californie, et Werfel acquiert la nationalité américaine. Là commence, pour peu de temps, une nouvelle vie, tous les deux, loin des bruits de la guerre. Mais le drame frappe à nouveau. Franz Werfel décède brutalement en août 1945 d'un infarctus. Il a 56 ans. Alma est à nouveau veuve. En 1945, la famille d'Alma est surtout faite de souvenirs. Elle a perdu 2 maris et 3 enfants. Ses 2 demi-sœurs sont aussi décédées. Alma n'a plus que sa fille, Anna, qui, du fait de ses origines juives, doit émigrer et refait sa vie à New York. Alma quitte la Californie et s'établit elle aussi à New York, dans Manhattan, sur la 73e rue, où elle vit avec ses souvenirs, joue du piano et écoute, souvent seule, les symphonies de Gustave. Alma, la veuve de malheur, ne se remariera plus. Alma vivra encore de belles années, entourée de ses vieux amis émigrés, comme elle à New York, comme l'écrivain Erich Maria Remarque, l'auteur de « À l'Ouest, rien de nouveau », qui disait qu'elle était sa compagne de bénédictine, sa boisson préférée, dont elle avait fini par abuser. Elle décède d'une pneumonie le 11 décembre 1964. Alors, que répondre à notre question du début? Mais qui était donc Alma Mahler? Nous pourrions terminer en lui disant ceci. Merci, Alma. Ton histoire n'est vraiment pas simple. Tu as aidé à vivre tant d'hommes de génie qu'on ne peut que te pardonner tes petits défauts. Et maintenant, s'il te plaît, sois sage là-haut, près du grand artiste. Voilà. Avant de nous quitter, je voudrais vous faire partager un grand plaisir, juste quelques instants, celui d'écouter ensemble un morceau de Schubert, le compositeur préféré des Viennois, sa sérénade, Ständchen en allemand, un moment d'émotion. À bientôt.